Je vais donc évoquer à la demande de Jean-Pierre Mougier, que j'avais rencontré il y a 2 ans, la vie de d'Alembert, mais il ne serait rien de plus pénible pour vous et pour moi que de vous présenter chronologiquement la vie et les œuvres d'Alembert. Je préfère m'attacher à l'enchevêtrement des fils d'une biographie intellectuelle. Non pas tellement pour montrer comment ces fils s'entremêlent, mais pour interroger les conditions qui rendent possible l'enlacement des œuvres de d'Alembert. Je vous propose donc de parcourir cette biographie ainsi conçue en 4 étapes. Comment d'abord se présente l'œuvre de d'Alembert. D'Alembert évolue dans l'espace de la République des lettres. Qu'est-ce que cette République? Comment lui-même l'analyse-t-il? Ce sera la 2e étape. Que l'on soit mathématicien, philosophe ou historien, on s'adresse à un lectorat. Comment d'Alembert analyse-t-il ce lectorat du XVIIIe siècle et pour quelles raisons y attache-t-il autant d'importance tout au long de son œuvre? Ce sera la 3e étape. Et enfin, comment convient-il de lire d'Alembert d'après d'Alembert lui-même? Première étape, donc, comment se présente l'œuvre et la carrière de d'Alembert? Je partirai du discours préliminaire de l'encyclopédie 1751. C'est le premier grand texte non mathématique de d'Alembert, si l'on accepte l'éloge de Bernoulli, publié en 1748. Ce discours préliminaire marque en effet une évolution par rapport à sa production précédente. Son nom est déjà illustre dans le milieu savant où il jouit d'une brillante notoriété. Après la rédaction de divers mémoires scientifiques, il est élu en 1741 adjoint astronome à l'Académie royale des sciences. Il publie ensuite plusieurs œuvres qui témoignent d'une activité scientifique intense. Le traité de dynamique en 1743, le traité de l'équilibre et du mouvement des fluides en 1744, les réflexions sur la cause générale des vents en 1747, recherches sur la précession des équinoxes et sur la nutation de l'axe de la Terre dans le système newtonien en 1749. Puis suivront, quelques années plus tard, l'essai d'une nouvelle théorie de la résistance des fluides en 1952, ainsi que les éléments de musique théorique et pratique suivant les principes de M. Rameau, la même année. Dans le même temps, il entre dans la carrière littéraire en devenant, avec Diderot, co-directeur de l'encyclopédie, dont le premier volume est publié en 1751. Sa contribution d'auteur consiste en la rédaction de plusieurs centaines d'articles, ainsi que du discours préliminaire, comme cela a déjà été dit, qui introduit les 17 volumes de textes publiés. En 1753, d'Alembert se lance dans la publication d'une œuvre personnelle, publiée sous son seul nom, car le discours préliminaire de l'encyclopédie porte pour titre « Discours préliminaire des éditeurs de l'encyclopédie ». Il ne porte pas le nom de d'Alembert comme auteur. Et cette œuvre personnelle s'intitule « Mélange de littérature, d'histoire et de philosophie ». Et c'est cette œuvre qui va assurer la notoriété littéraire au sens très large du terme de d'Alembert. Comment ces mélanges se présentent-ils? L'œuvre est publiée d'abord en 2 volumes en 1753, puis en 1759 et 1763 en 4 volumes, auxquels viendront s'ajouter un 5e volume en 1767. C'est donc une œuvre qui ne cesse de s'accroître. En 1953, elle propose 6 textes, le discours préliminaire de l'encyclopédie, l'éloge de Bernoulli, celui de Terrasson, un texte sur Christine, reine de Suède, le fameux essai sur les gens de lettres, un essai de traduction de Tacite. Le total exprimé en nombre de pages est de 650 pages. En 1767, la dernière édition de cette œuvre, 31 textes sont publiés, dont les textes les plus connus aujourd'hui, les éléments de philosophie, ainsi que les éclaircissements sur les éléments de philosophie. Tout est question sur le calcul des probabilités, réflexion philosophique et mathématique sur l'application du calcul des probabilités à l'inoculation de la petite vérole, mais aussi
de l'abus de la critique en matière de religion, de la liberté de la musique, etc. Les mélanges, comme vous le voyez, la seule énonciation de ces titres sont une œuvre complexe, pas à cause du nombre d'écrits différents qui la composent, ni du nombre d'éditions qui en font évoluer le contenu. Elle est complexe parce qu'elle peut se lire à plusieurs niveaux. Elle assume la défense de l'encyclopédie, surtout à partir de 1759, alors que le dictionnaire est interdit et que d'Alembert, à cette occasion, a quitté la direction du projet, mais lui poursuit la défense de l'encyclopédie. Par ailleurs, les mélanges portent haut l'idéal encyclopédique et repoussent parfois de manière très polémique les attaques contre le parti des philosophes. Cette œuvre intervient dans les débats qui agitent les milieux savants, philosophiques, politiques et littéraires et travaille à la divulgation de l'esprit philosophique. Elle témoigne des positions successives que d'Alembert occupe dans le champ littéraire, de ses rapports au public savant et érudit, et à un public qu'il sait plus large et dépositaire de l'opinion. Au fil des éditions des mélanges, les carrières scientifiques et littéraires ne vont cesser de s'entrecroiser, tant sur le plan éditorial qu'institutionnel. D'Alembert publie les recherches sur différents points importants du système du monde en 1754. Les mélanges, je vous le rappelle, c'est 1753, la première édition. Et 1754, c'est aussi l'année où il est élu à l'Académie française, dont il deviendra le secrétaire perpétuel en 1772. En 1756, il est promu pensionnaire géomètre surnuméraire à l'Académie des sciences et publie 2 ans plus tard une nouvelle édition du traité de dynamique. Et tandis qu'il se lance dans la longue publication des opuscules mathématiques, 1761-1780, paraissent entre 1759 et 1783 plus d'une dizaine d'éditions de mélanges, comme je l'ai déjà dit, d'abord en 4, puis en 5 volumes à partir de 67. On voit donc se dessiner très nettement 2 carrières imbriquées, mais si l'imbrication n'était qu'au niveau des carrières, on pourrait légitimement conclure que d'Alembert est un génie qui mène de front 2 types d'activités différentes. Pour le dire dans un langage qui serait totalement anachronique, on dirait c'est un grand scientifique et un grand littéraire. Seulement, si on ne veut pas abuser des mots, on ne peut guère poser la question en ces termes, parce qu'ils n'ont guère de sens au XVIIIe siècle. Il n'y a pas que les carrières d'Alembert qui sont imbriquées. Ses œuvres le sont tout autant. J'avais prévu de donner plusieurs exemples, mais étant donné le temps qui était imparti, je vais me limiter à un seul exemple, et je pourrais éventuellement, dans les questions, développer davantage. Je prends donc l'exemple du discours préliminaire lui-même. Ce texte est considéré aujourd'hui comme une œuvre philosophique, et il s'agit bien entendu d'un écrit original pour d'Alembert et tout à fait nouveau pour lui. Cependant, pour rédiger le discours, il le rédige entre la fin de l'année 1749 et tout au long de l'année 1850. Pour rédiger ce discours, d'Alembert a pris appui sur des réflexions engagées antérieurement. Par exemple, en reprenant un long passage de notre discours préliminaire, mais du discours préliminaire de son traité de dynamique. Il emprunte également un long passage à son introduction aux recherches sur la précession des équinoxes. De même, il saisit l'occasion offerte par la rédaction du discours pour contester des thèses avancées par Jean-Jacques d'Ortous de Méran, que vous connaissez, qui est un Biterrois, qui, en 1740, a succédé à Fontenelle au secrétariat perpétuel de l'Académie des sciences. D'Ortous de Méran avait malheureusement écrit des bêtises aux yeux de d'Alembert sur l'esprit de système dans un mémoire sur la glace qu'il avait lu en 1749 à l'Académie. Et donc d'Alembert consacre un long paragraphe à l'esprit de système et répond donc à D'Ortous de Méran.
Il y a là un croisement de l'actualité académique et scientifique et de l'actualité philosophique de d'Alembert au moment où il rédige le discours. Donc vous le voyez, le discours préliminaire on aborde souvent comme le texte en soi est en réalité composé de réflexions antérieures et qui viennent d'ouvrages de nature autre que celle qu'on attribue à un discours philosophique. Les œuvres sont brassées, parfois sorties de leur contexte initial, strictement scientifique, et recyclées et adaptées pour être lues par un large public. Je ne vous dirai rien donc, par exemple, des éléments de philosophie ou des chapitres entiers, des paragraphes entiers sont extraits d'abord des œuvres antérieures de d'Alembert, puis d'articles de l'encyclopédie qui eux-mêmes recyclaient les œuvres antérieures et qui se retrouvent finalement dans les éléments de philosophie. D'Alembert a compris toutes les ressources de la formule éditoriale des mélanges, par sa plus grande souplesse par rapport au processus éditorial de l'encyclopédie, qui est très lourd. L'œuvre permet de combiner plusieurs exigences simultanées. Donner à lire des textes demeurés confidentiels, car réservés jusqu'alors aux seuls savants, élargir le cercle des lecteurs, prendre à témoin l'opinion publique et porter plus efficacement le fer chez l'adversaire, notamment avec des textes issus de l'encyclopédie ou de son activité académique. Enfin, comparé à l'entreprise collective encyclopédique, les mélanges sont clairement identifiables comme une œuvre personnelle, susceptible de conférer à l'auteur la reconnaissance d'homme de lettres et de philosophe dont il ne jouit pas encore pleinement en 1753. Et comment peut-on analyser cette double réussite dans les domaines de la science et des lettres? Quelles sont en quelque sorte les conditions de possibilité qui ouvrent la voie à l'émergence d'un personnage tel que d'Alembert? J'arrive à la deuxième étape de cet exposé. Je reviens à la biographie. En 1753, dans l'avertissement des mélanges, parce qu'il fait précéder l'ensemble de ses textes d'un avertissement, une sorte de préface, il décrit la carrière qu'il a poursuivie jusqu'alors, je le cite, comme une carrière peu brillante, malgré les œuvres dont je viens de parler. Entendons par là, non qu'il juge ses œuvres antérieures médiocres, mais qu'elles demeurent réservées par leur technicité même à un groupe restreint de lecteurs érudits. Et cette carrière peu brillante fut aussi, dit d'Alembert, tranquille, puisque le nombre de juges, d'ennemis et de prôneurs qui peuplent la République des sciences est, dit-il, fort petit. Mais avec la publication des mélanges, il a conscience que tout change et qu'il va à la rencontre d'un public bien plus large, aux exigences volatiles, et qu'il s'engage surtout sur un tout autre territoire qu'il connaît bien pour l'avoir décrit en détail, la République des lettres. Tout en se défendant de prétendre aux places ou aux récompenses littéraires, il affirme en 1753, en ouverture de ses mélanges, vouloir se plier au jugement de ce nouveau public. Je le cite, « Si le public honore ces mélanges de son suffrage, j'oserai de loin en loin en donner une suite. S'il me refuse son approbation, cet arrêt respectable pour moi servira tout à la fois de leçon et d'exercice à ma philosophie. Je cesserai de faire des excursions dans un genre qui n'est pas le mien, c'est-à-dire la littérature, la philosophie. Je supprimerai mes réflexions bonnes ou mauvaises, je ferai de la géométrie et je lirai Tacite. » Ce public, à l'opinion duquel d'Alembert veut se soumettre, mais qu'il semble également redouter, est le public qui accorde et retire la gloire aux gens de lettres. Que sont ces gens de lettres au XVIIIe siècle? Et quel est ce public? En posant ces questions, je ne m'écarte pas du tout du sujet, bien au contraire, puisque d'Alembert s'est posé ces questions quasiment tout au long de sa carrière. Et il est impossible de comprendre cette carrière si on n'a pas quelque idée de ce qu'est la République des lettres, du public, et de la façon dont d'Alembert les analyse. Je vais nécessairement être succinct.
Historiquement, l'expression gens de lettres désigne les littérateurs érudits, doctes, savants, c'est-à-dire tous ceux qui cultivent le savoir, aussi bien les sciences que la littérature. Sans remonter aussi loin que le dictionnaire de Furetière 1690, qui range la physique, la géométrie et les sciences solides parmi, je cite, les vraies belles lettres, il faut relever que le sens du terme dans le dictionnaire de l'Académie française conserve une remarquable stabilité de sa première édition en 1694 jusqu'en 1850. Je cite, se dit au pluriel de toutes sortes de sciences et de doctrines. En 1757, dans l'article Gens de lettres de l'Encyclopédie, Voltaire précise, je cite, on ne donne point ce nom, homme de lettres, à un homme qui, avec peu de connaissances, ne cultive qu'un seul genre. Avec les gens de lettres, il faut bien sûr évoquer l'expression République des lettres, qui désigne traditionnellement l'ensemble des hommes de lettres européens, dont un grand nombre échangeait une importante correspondance. L'idée de République laisse a priori penser qu'il y aurait une égalité entre tous ses membres et fait entrevoir un espace irénique de dialogue et d'échange. Mais la République des lettres est un espace de représentation, de pouvoirs intellectuels réels ou symboliques, et par conséquent un lieu de clivage et de conflit. La caractérisation des mœurs de cette société particulière se joue sur le registre de la violence. Voltaire se réfère à la sauvagerie, je cite, la sauvagerie de l'arène, où l'homme se condamne aux bêtes, donc il fait référence au jeu du cirque. D'Alembert évoque, lui, les premiers temps de l'humanité pour décrire cette république des lettres. Il veut que l'on reconnaisse dans cette république l'état de guerre sauvage et permanent, caractéristique de l'état de nature. Je le cite, « Ils se disputent la gloire comme les hommes sans gouvernement et sans loi se seraient disputés le gland. » Si je résume, pour être un membre éminent de la République des lettres, il faut posséder un savoir étendu, être un homme de goût et, je ne l'ai pas encore dit, se distinguer par l'esprit philosophique. Je reviendrai plus loin sur cette notion centrale pour D'Alembert. Mais qu'en est-il du public que tout homme de lettres doit affronter? D'Alembert, je l'ai dit, se pose la question dans plusieurs œuvres et tout au long de sa carrière. Il analyse lui-même ce public. Alors je n'ai pas le temps ici de vous donner l'ensemble de l'analyse que fait D'Alembert au fil de son œuvre. Je vais ramasser. Le lectorat des littérateurs est un milieu hétérogène qui se distingue surtout du lectorat savant en ce que ses jugements relèvent presque exclusivement de l'opinion et d'un art de lire. D'Alembert précise la typologie du public. Le lectorat des littérateurs se subdivise en deux sous-ensembles de lecteurs, l'ignorant et le philosophe. Je n'ai pas compris. À l'endroit du lecteur ignorant, D'Alembert se montre d'une extrême sévérité. Il évoque les lecteurs frivoles, ou encore l'âme froide de certains lecteurs, plus sujettes au désœuvrement qu'à la nuit, et qui n'a, je cite, besoin ni d'être remuée, ni d'être instruite, mais seulement d'être assez occupée pour jouir en paix de son existence, ou plutôt, si on peut parler ainsi, pour la dépenser sans s'en apercevoir. Cette occupation les fait vivre sans dégoût et sans fatigue tout à la fois, parce qu'elle les délivre de l'embarras d'être sans leur donner celui de penser. Les lecteurs philosophes constituent la seconde subdivision du lectorat. D'Alembert les définit par opposition comme des lecteurs, je cite, capables de réfléchir et qui ne se lassent point de voir approfondir et envisager par toutes les faces un sujet intéressant pour la vie des hommes. Parce qu'il existe un grand nombre d'ouvrages qui n'ont aucune utilité pour la vie des hommes, les ouvrages qui touchent à la religion, à la théologie, à la veine métaphysique, qui discutent de cet objet inatteignable que sont les principes premiers. En d'autres termes,
La typologie du lectorat produite par d'Alembert n'a pas une vocation sociologique, elle est philosophique et politique. Le lecteur qui essaie de se délivrer de l'embarras d'être sans se donner celui de penser, c'est le métaphysicien creux, c'est le théologien. Voilà donc d'Alembert prêt à se lancer dans une carrière littéraire et à affronter ce lectorat qui ne lit que pour oublier sa médiocrité. Aussi va-t-il tout faire pour s'adresser exclusivement au lectorat philosophe et écarter de son œuvre ce lectorat médiocre. Pour quelle raison le lecteur philosophe réagirait-il autrement que le lecteur lambda? Qu'est-ce qui le caractérise? Eh bien, ce qu'il distingue, c'est précisément l'esprit philosophique dont je viens de parler. L'esprit philosophique est, selon d'Alembert, je le cite, l'application de la raison aux différents objets sur lesquels elle peut s'exercer. Or, pour d'Alembert, les objets qui relèvent du goût ne doivent pas échapper à l'esprit philosophique. Je m'excuse, je vais donner une citation un peu longue, mais il faut la donner complètement. Dans les matières de goût, une demi-philosophie nous écarte du vrai et une philosophie mieux entendue nous y ramène. C'est donc faire une double injure aux belles lettres et à la philosophie que de croire qu'elles puissent réciproquement se nuire ou s'exclure. Tout ce qui appartient non seulement à notre manière de concevoir, mais encore à notre manière de sentir, est le vrai domaine de la philosophie. Il serait aussi déraisonnable de la reléguer dans les cieux et de la restreindre au système du monde que de vouloir borner la poésie à ne parler que des dieux et de l'amour. Et comment le véritable esprit philosophique serait-il opposé au bon goût? Il en est au contraire le plus ferme appui, puisque cet esprit consiste à remonter en tout au vrai principe, à reconnaître que chaque art a sa nature propre, chaque situation de l'âme son caractère, chaque chose son coloris, en un mot, à ne point confondre les limites de chaque genre. C'est ce qu'il s'applique à démontrer dans plusieurs textes des mélanges. Par exemple, en consacrant 2 pages à cette réplique de Corneille que vous connaissez tous, qu'il mourut, 2 pages de commentaires sur ce qu'il mourut, dans les réflexions sur l'usage et sur l'abus de la philosophie dans les matières de goût. Ou encore, il décompose des vers en disséquant des sonorités dans les réflexions sur l'élocution oratoire et sur le style en général. Lire un philosophe, c'est donc exercer l'esprit d'examen en remontant aux principes généraux qu'il ne faut pas confondre avec les illusoires principes premiers. Les principes généraux de chaque genre d'art et de sentiment, et de distinguer, en les identifiant clairement, les sources du plaisir et les causes du déplaisir procurées par une lecture ou par un air d'opéra. Pour d'Alembert, pour les encyclopédistes, et pour ceux qui partagent les idées nouvelles, l'enjeu est double. Il est philosophique car il s'agit d'introduire l'esprit d'examen dans les matières de goût et de démontrer du même coup l'universalité de la philosophie qui ne se cantonne pas aux sciences physiques. L'enjeu est aussi politique, car l'art de lire en philosophe revient à affirmer la supériorité du jugement de goût philosophiquement fondé sur le simple jugement d'opinion. Or, défendre la supériorité de ce style de lecture sur d'autres et affirmer qu'il caractérise la pratique des hommes réellement éclairés, des lecteurs philosophes, revient à le définir comme le style légitime de la lecture. Ainsi, d'Alembert s'approprie-t-il le monopole de la lecture légitime. Plus exactement, il se l'approprie au profit de son cas, celui des philosophes certes, mais aussi d'un public éclairé qui rejette les formes scolastiques liées à la théologie et à l'Église et qui adopte volontiers une attitude critique en s'affranchissant des anciennes obéissances. En ce sens, on peut dire que la lecture légitime telle que la définit d'Alembert participe d'un long et profond processus de désacralisation. Donc je ne me suis pas éloigné, j'espère que vous l'aurez compris, de mon sujet. Je suis un peu
je suis plutôt en son cœur. Car tout ce qu'affirme d'Alembert à propos de la lecture légitime est aussi un plaidoyer pro domo. Et je parviens ainsi à mon ultime étape. Dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, l'auteur consacre un long développement au rapport entre deux facultés, la raison et l'imagination, et qui, comme vous le savez, avec la mémoire, organise le système raisonné de la connaissance. Il s'attache au point de contact entre les deux facultés. Il analyse leurs affinités profondes qui échappent au vulgum pecus, comme au demi-savant. Il assure que, par les dernières opérations qu'elle fait sur les objets, la raison crée des êtres généraux qui, séparés de leur sujet par abstraction, ne sont plus du ressort immédiat de nos sens. Et ainsi, je lis encore une citation, je m'en excuse, un peu longue, mais elle est importante pour comprendre la pensée de d'Alembert. La métaphysique et la géométrie sont de toutes les sciences qui appartiennent à la raison, celles où l'imagination a le plus de part. J'en demande pardon à nos beaux esprits détracteurs de la géométrie. Ils ne se croyaient pas sans doute si près d'elle, et il n'y a peut-être que la métaphysique qui les en sépare. L'imagination dans un géomètre qui crée n'agit pas moins que dans un poète qui invente. Il est vrai qu'ils opèrent différemment sur leur objet. Le premier le dépouille et l'analyse, le second le compose et l'embellit. Il est encore vrai que cette manière différente d'opérer n'appartient qu'à différentes sortes d'esprits, et c'est pour cela que les talents du grand géomètre et du grand poète ne se trouveront peut-être jamais ensemble. Le grand géomètre et le grand poète peut-être jamais ensemble. Il faut entendre là-dessous, sauf peut-être chez d'Alembert lui-même. Mais soit qu'ils s'excluent ou ne s'excluent pas l'un l'autre, ils ne sont nullement en droit de se mépriser réciproquement. De tous les grands hommes de l'Antiquité, Archimède, le mathématicien, est peut-être celui qui mérite le plus d'être placé à côté d'Homère, le poète. Il existe donc des affinités entre les processus cognitifs engagés par le travail rationnel et ceux qu'exige la faculté d'invention. La capacité créative du géomètre et du poète concernerait, selon l'auteur, les mêmes aptitudes à l'abstraction. Alors il faut revenir absolument sur cet Archimède qui veut être placé sur le même plan qu'Homère. On voit bien entendu que c'est d'Alembert lui-même. À l'époque où il rédige le discours préliminaire, il accomplit ses premiers pas dans le monde de la littérature, je l'ai dit. En 1753, dans l'avertissement de la première édition des Mélanges, il regrette, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ses œuvres mathématiques, à cause de leur caractère spécialisé, ne lui aient apporté qu'une notoriété restreinte aux seuls savants européens en capacité de les comprendre. En 1767, lorsqu'il est reconnu comme co-directeur de l'encyclopédie, auteur de centaines d'articles, auteur de 5 volumes de mélanges, d'Alembert laisse entendre une autre musique. Il ne manque pas d'ouvrir son dernier volume des mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie, en mentionnant le plus glorieux lecteur qui fut, Frédéric II lui-même. Je le cite, un grand roi, que tout le monde reconnaîtra à ce seul titre, ayant lu les éléments de philosophie, c'est-à-dire mon œuvre, insérés dans le tome 4e de ces mélanges, et les ayant jugés utiles, a désiré qu'on y donnât plus d'étendue. Il a bien voulu même indiquer les endroits qui lui paraissaient avoir besoin d'être discutés et approfondis. L'auteur s'est fait un devoir de se conformer aux vues de cet illustre monarque. Et l'auteur en question se sent alors en position de toiser ses lecteurs, de séparer le bon grain de l'ivraie, et puisque l'occasion se présente, d'éreinter ses ennemis. Je cite, « Tous les lecteurs n'entendent pas comme ce prince à demi-mot, et n'entendraient pas à raison, comme lui, sur ce qui pourrait contrarier à certains égards les idées communes. On croit devoir avertir ceux qui ne cherchent qu'à s'amuser dans leur lecture, qu'ils peuvent se dispenser d'entreprendre celle de ce volume. Ils y trouveront jusqu'à des figures de géométrie. Il y en a 4 en tout sur 600 pages. Ça n'est plus qu'il ne faut pour les effrayer. La plupart des matières traitées dans ce livre sont épineuses et arides et ne peuvent intéresser tout au plus
que ceux qui aiment à réfléchir. L'insistance d'Alembert sur l'aridité de l'ouvrage en dit long sur son intention d'évincer une partie de ses lecteurs qui forment la cohorte de ses détracteurs, de les dissuader de s'engager dans une lecture qu'ils ne pourraient soutenir et finalement de les chasser du cercle des vrais penseurs et des vrais philosophes. C'est une façon de leur signifier qu'ils ont perdu. L'encyclopédie, qui fut un long combat politique et philosophique, est publiée, et ne l'oublions pas, les jésuites sont détruits. J'en arrive à ma conclusion. Dès 1751, d'Alembert caressait l'espoir d'obtenir la reconnaissance symbolique d'homme de lettres au sein d'un champ littéraire dont les règles demeurent capricieuses. Bien persuadé de cette incertitude en matière de reconnaissance et probablement peu confiant dans les vertus de l'opinion publique, il vise une hypothétique postérité qui le distinguerait d'un grand nombre de ses contemporains. Commentant la devise « clarté et vérité » qu'il a appliquée au style de ses mélanges, il se dit, et c'est par là que je terminerai, il se dit « persuadé que la vérité seule donne le sceau de la durée aux ouvrages philosophiques, qu'un écrivain qui s'annonce pour parler à des hommes ne doit pas se borner à étourdir ou amuser des enfants, et que l'éloquence est bientôt oubliée quand elle est employée qu'à orner des chimères.